Salut et bienvenue dans mon carnet de bord. Moi, Sébastien, et lui, c'est Marco. Et ensemble, on est parti pour réaliser un projet un peu fou, celui d'explorer l'Asie par les routes de la soie. Après avoir traversé 16 pays pendant plus de 9 mois, je fais mes premiers tours de roue en Asie centrale, car je viens d'arriver au Kazakhstan. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi explorer ce vaste pays, pour un road trip d'un mois. Mais avant, il est temps que je te donne quelques informations. Situé au cœur de l'Asie centrale, c'est le 9e plus grand pays du monde et le plus grand pays enclavé de la planète. Avec une superficie de 2,7 millions de km², c'est environ 5 fois la France. Il est bordé à l'ouest par la mer Caspienne et partage des frontières avec la Russie, la Chine, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Sa capitale est Astana, mais sa plus grande ville est Almaty. Le Kazakhstan compte environ 20 millions d'habitants, pour un territoire immense qui en fait un pays parmi la densité les plus faibles du monde. Ainsi, il est normal de parcourir des centaines de kilomètres sans croiser un seul village. Ici, le climat et les paysages sont extrêmes, avec par endroits près de 80 degrés de différence entre l'hiver et l'été. Son territoire est principalement constitué de steppes infinies et de déserts, parfois déchirés par des canyons et des formations rocheuses impressionnantes. Au sud et à l'est, on retrouve en revanche des paysages plus montagneux et fertiles. Cette immensité et le climat extrême façonnent autant les paysages que la manière de vivre des habitants. La population y est majoritairement concentrée au sud du pays et autour d'Astana. La langue officielle est le kazakh, mais le russe reste encore très utilisé au quotidien. La religion majoritaire est l'islam sunnite, avec une importante tradition des coexistences religieuses. Ici, les peuples nomades parcourent les steppes depuis des millénaires, et ce pays possède une histoire riche, notamment marquée par les passages de la route de la soie, puis son intégration progressive dans l'Empire russe au XIXe siècle, avant de prendre son indépendance, en 1991, après l'effondrement de l'URSS. Ainsi, on retrouve encore aujourd'hui les traces de ces différentes époques, les traditions nomades, les héritages soviétiques et la modernisation rapide. Aujourd'hui étant une république présidentielle, en tant que Français, nous avons le droit à 30 jours sans visa. Alors il est temps de prendre la route pour un mois d'aventure à travers les immenses paysages du Kazakhstan. Après 3 jours plutôt intenses, à parcourir près de 1000 km avec Mathilde et Arnaud en Russie, nous venons d'arriver sur les terres kazakhes. Après quelques étapes logistiques pour obtenir des assurances et changer un peu d'argent, nous décidons de continuer un peu la route avant de nous installer proche d'un cours d'eau pour nous reposer un peu et nous remettre de nos émotions. Et c'est donc au cœur de ces steppes immenses que nous faisons nos premières rencontres avec les habitants du coin. Ici, les chevaux et les chameaux font partie intégrante des paysages et m'accompagneront tout du long de cette aventure. C'est également pour nous l'occasion de travailler un peu. Et après quelques jours passés ensemble sur ces berges, nos chemins se séparent et nous reprenons respectivement chacun nos aventures. Mathilde et Arnaud en stop, et moi au volant de Marco. Et très vite, je vais découvrir les particularités de ce pays. Conduire au Kazakhstan, c'est un délire. Là, c'est ma première journée de route. J'ai déposé Mathilde et Arnaud ce matin. Et j'essaye de rejoindre la région du Manguisto. Et ça fait genre 4 heures que je roule sur des immenses lignes droites, entourées de rien. Des fois, il y a des chevaux, des chameaux, mais globalement, il n'y a rien. C'est marrant, quoi. Les distances à parcourir, là, pour aller visiter la région du Manguisto, qui n'est pas une région immensément loin et qui n'est pas une immense région non plus. Il faut que je fasse 13 heures de route. Il y a 1000 bornes pour y aller. Donc je vais essayer de les faire en 2 jours. Ça fait actuellement 6 heures que je roule. Toujours sur la même route. Toujours en ligne droite. Non, je crois que j'ai eu 3-4 virages quand même. Mais bref, vous avez l'idée. Je crois que je suis toujours sain d'esprit. Moi, je voyage dans un van que j'ai aménagé moi-même. Oh là, il y a un camion. Bonjour. Ouais, bon, pas sûr. Bref, et en théorie, il reste encore 1 heure. Et on est arrivé au premier désert qui a l'air chouette. Et après quasiment 15 heures de route en 2 jours, j'arrive enfin dans cette région du Manguisto et j'aperçois au loin des reliefs qui dénotent avec ces steppes immenses que je parcours depuis maintenant 2 jours. Et c'est non loin que je m'installerai pour la nuit, découvrant mes nouveaux voisins.
et en contemplant un magnifique coucher de soleil qui tombe sur ce cimetière kazakh. Le lendemain, c'est non loin de la ville de Chet que je partirai pour ma première journée d'expédition. Et après ces derniers jours plutôt monotones, je te cache pas mon excitation quant à la découverte de ce désert et de ses reliefs fascinants. Ici, c'est en parcourant ces immenses pistes que je saisis l'immensité de ces paysages. Et si je me balade ici, c'est également pour un autre objectif. Ce matin, j'ai croisé un peu par hasard, enfin c'est plutôt eux qui m'ont croisé parce qu'ils sont venus au camion, ils m'ont réveillé. Un couple de Français super chouette que j'avais rencontré au Visa Center à Tbilissi en Géorgie. Et là, ils vont à peu près dans la même direction. Ils ont un peu d'avance sur moi. Et l'idée, c'est de les retrouver en même temps que j'explore le coin. Sauf que c'est immense. Et là, je suis en petite quête secondaire. Je cherche des pétroglyphes quelque part dans les falaises par là. Et je soupçonne ce petit caillou. Parce qu'il y a une petite piste qui mène au caillou. Donc je me dis, il y a quelque chose par là. Ici se cachent des nombreux pétroglyphes, des gravures réalisées par des peuples nomades qui ont parcouru ces terres il y a des milliers d'années. Ces dessins représentent principalement des animaux, des scènes de chasse et parfois même des symboles tribaux qui nous renseignent un peu plus sur leur mode de vie, leurs croyances et leurs déplacements. Et c'est finalement en continuant ma route, au pied d'une montagne aux reliefs acérés, que je retrouverai Fabienne, Jean-Yves et Petit Loup. Et après une petite pause café, à l'abri du soleil, nous décidons de reprendre la route ensemble pour explorer toujours un peu plus cette région. Jusqu'à l'impressionnant massif de Cherkala. Mais c'est ici que nos routes vont se séparer pour un petit moment, car nos itinéraires divergent. Et de mon côté, je me dirige vers un canyon qui restera marqué dans mon esprit. Après avoir repris un petit bout de route, je m'engage sur une piste d'une quarantaine de kilomètres qui tire droit à travers les steppes immenses. Et je vais découvrir une autre particularité du Kazakhstan. Et je viens de faire ma connaissance avec ma première piste de tôle ondulée. Genre de la tôle ondulée costaud. Je sais pas si ça va rendre à l'écran. C'est infernal. Mais c'est l'enfer. J'ai presque la larme à l'œil pour Marco parce qu'il déguste mon pauvre loulou. On m'avait dit il y a deux techniques. Un, tu vas tout doucement, genre 5 km/h, enfin bref. Au moins tu vas vite, au moins tu prends cher, mais tu prends quand même très cher niveau mécanique. Soit tu vas plein de balles, à fond. Genre 60, 70 km/h. C'est terrifiant, mais ça marche. Mais qu'est-ce que c'est terrifiant? Parce que genre en fait du coup avec les tôles ondulées tu fais que rebondir si tu vas à 70. Donc tu vibres moins, mais tu passes quasiment autant de temps en l'air que sur la piste, enfin qu'avec de l'adhérence sur la piste. Donc, morale des choses, si tu dois tourner ou un truc comme ça, tu as zéro adhérence. C'est comme si tu avançais en permanence en drift à 70 km/h. Et des fois, il y a des gros trous où tu dois piler. Puis je finirai enfin par arriver au canyon de Ibitki. Bon, j'arrive du mauvais côté, mais au moins la vue est chouette, alors je décide de m'installer ici pour passer la nuit. Ici, perdu au milieu des steppes, complètement seul. Enfin, pas tout à fait. Avec mes deux potes corbeaux qui me gueulent dessus depuis tout à l'heure. Voilà. Incroyable. C'est magnifique. Ce soir-là, j'aurai le droit à un magnifique coucher de soleil. Et ça tombe bien, car cette soirée est un peu spéciale pour moi. Enfin spécial. Pas grand monde, mais pour moi un peu parce que c'est mon anniversaire. Et j'avoue, je pouvais pas rêver mieux, je pense. Je suis entouré d'animaux, j'ai des espèces de petites marmottes des steppes qui viennent me voir juste là. Juste à côté, j'ai un couple de corbeaux qui se chamaillent avec un couple de faucons. Et surtout, j'ai un magnifique coucher de soleil. Merci, franchement. Ça me prend énormément de boulot de vous faire toutes ces vidéos, ces contenus, ces astuces, toutes les ressources de mon site, etc. Mais je fais ça par passion et parce que j'ai envie d'aider, peut-être d'inspirer. Attention, le gros melon que je me prends. Bref, j'aime beaucoup ce que je fais et merci beaucoup de suivre cette aventure. Merci de regarder cette vidéo et je pense que je vais pas vous ennuyer plus que ça. Ce soir, c'est petit programme. Je me bois une petite bière russe
Je vais me faire un petit feu, le feu est prêt, il n'y a plus qu'à couper le bois et lancer le feu et on est bon. Et surtout, un bon petit repas. Franchement, si ça c'est pas un anniversaire incroyable. Le lendemain, il est temps de partir découvrir ce fameux canyon. Et dès mes premiers pas, je découvre un couloir façonné par le vent et les éléments depuis des milliers d'années, formant ces dentelles de pierre remarquables et qui aujourd'hui abritent la vie, servant de refuge à d'innombrables espèces d'oiseaux. Wow, c'est un truc de dingue. Je me trouve au cœur du canyon. Et vraiment, il y a une vibe avec tous les oiseaux. C'est un truc de dingue. De cavité en cavité, tout est sculpté par l'eau. C'est un truc de dingue, regardez-moi ça. Il y a vraiment quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre. C'est que pourquoi l'humain, il a tendance à vouloir toujours laisser des traces de là où il est passé, quoi. On est dans un endroit magnifique. Et de partout, c'est gravé, tagué. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais souvent des trucs pas super intéressants. S'il vous plaît, faites pas ça, quoi. C'est beau, c'est chouette, pourquoi vouloir laisser une trace et genre, salir le lieu, quoi. Ce matin, je rencontrerai beaucoup de familles kazakhs, car ici, il est coutume de se retrouver en famille en pleine nature pour partager l'après-midi et un bon repas. Donc là, je vais rejoindre un groupe de Kazakhs qui m'a dit bah tu vois la montagne là-bas, en gros celle-là, ben on va manger et boire le thé. Donc viens manger et boire le thé. L'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus sur la culture kazakh, et d'apprendre aussi un nouveau jeu. Et au moment de repartir, la peau du ventre bien tendue, la dureté des pistes me rappelle alors. Un peu le seum là, j'ai mon placard qui a cassé. C'est tombé sur ma plaque en verre, ça a cassé, il y a du miel, il y a tout qu'à péter. Ah la piste au Kazakhstan. Ah j'étais sur un petit nuage là, je viens de passer un repas trop bien avec des Kazakhs, ça s'est trop bien passé, je suis trop content. Bim, retour à la réalité, j'ai fait 20 mètres. D'ailleurs à mon avis ils vont pas tarder à venir me voir pour voir ce qui se passe. Bref. Génial. Le soir, je finirai par m'installer non loin d'un village, le long de l'un de ces immenses pipelines qui déchirent les steppes. Car si je m'installe ici, c'est pour une nouvelle mission. Et dès le lendemain matin, il est temps de s'y mettre. Et je me ferai réveiller par de nouveaux voisins. Aujourd'hui c'est jour de révision, parce que ça fait déjà 5000 km que j'ai fait la dernière révision. Mais normalement là c'est pas une grosse révision, j'ai déjà fait les vidanges et tout ça la dernière fois. Là c'est plus s'assurer que tout va bien, contrôler un peu tout. Il y a quand même quelques réparations à droite à gauche que je dois faire, plus les graissages et le niveau de boîte, de pont, etc. Et normalement ça devrait aller assez vite. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire. Une fois la révision finie, je reprends la route vers l'une des destinations phares de cette région du Manguisto. Et c'est donc sous la pluie et au travers de ces immenses champs de puits de pétrole que je continue mon aventure. Je viens d'arriver dans un endroit de dingue. Et je crois que j'ai trouvé les copains. Regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi ces montagnes et ces couleurs. Regardez-moi ça. Et nous, l'idée, c'est d'aller là-bas. Au petit mont Bokki, tout comme ça. Et les copains, ils sont juste là. Je sais pas si vous allez les voir. Et c'est parti pour la piste. Hop là, ça commence bien. Allez hop. Haha, j'ai retrouvé les copains. Ils sont juste là. Excellent. C'est donc ensemble que nous nous enfonçons au cœur des étendues arides. Nous découvrons un paysage presque irréel. Devant nous, des collines aux strates rouges et blanches qui se succèdent à perte de vue. On comprend vite pourquoi Kisil Coupe porte son surnom de tiramisu. Mais ces couleurs ne sont pas le fruit du hasard. Elles racontent une histoire, vieille de plusieurs millions d'années. Chaque strate correspond à une période différente, durant laquelle des sédiments se sont accumulés au fond d'anciens bassins marins. Les teintes rouges proviennent principalement de l'oxydation du fer, tandis que les couches plus claires sont composées d'argile et de calcaire.
Ici, le silence est presque total. Seul le vent accompagne la contemplation de ces paysages uniques qui rappellent que le temps et la nature sont sans doute les plus grands artistes. Nous reprendrons notre route en direction d'une montagne assez particulière. C'est alors que nous nous enfonçons un petit peu plus dans ces vastes étendues. Mais ça ne va pas vraiment se passer comme prévu. J'ai laissé Jean-Yves, parce que lui il avait tracé de piste. J'ai laissé Jean-Yves choisir le trajet. Et je sais pas où est-ce qu'il nous emmène. Il y a plus de piste là, Jean-Yves. Jean-Yves, c'était pas la piste. Ah, il est ensablé. Je crois qu'il est posé, qu'il est bloqué. Bon, ça fait deux fois qu'on se trompe de piste. On a décidé de faire demi-tour, on est arrivé dans un cul-de-sac. Très joli cul-de-sac, mais un cul-de-sac. Finalement, nous décidons de changer de cap. Et les paysages semblent devenir de plus en plus irréels. Quand soudain, la vallée de Bozira apparaît. Un vaste amphithéâtre naturel où d'immenses falaises de craie blanches surgissent du désert. Ici, il est difficile de croire qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Cet endroit se trouvait au fond de l'océan Tétis, qui recouvrait une grande partie de la région. Lorsque la mer s'est retirée, elle a laissé derrière elle d'épaisses couches de sédiments calcaires. Et le vent, la pluie et les variations de température ont ensuite sculpté ces reliefs, donnant naissance à ces paysages presque extraterrestres. Partout où le regard se pose, le contraste est saisissant. Le blanc éclatant des falaises tranche avec le ton ocre du désert environnant. Ici, l'échelle devient difficile à percevoir. Ce qui semble être de simples collines depuis la caméra se révèle être d'immenses parois hautes de plusieurs centaines de mètres. Mais le véritable symbole de Bozira se trouve un petit peu plus loin. Deux aiguilles rocheuses monumentales s'élèvent au-dessus de plateaux comme les vestiges d'une forteresse oubliée. Sculptée par l'érosion au fil des millénaires, elle est devenue l'image emblématique du Manguisto, et sans doute l'un des paysages les plus spectaculaires de tout le Kazakhstan. Et face à un tel panorama, le silence s'impose presque naturellement. Et c'est non loin, dans les hauteurs, que nous nous installons pour passer la nuit. Pour ce qu'il sera l'un des spots les plus mémorables de cette aventure. Après ce somptueux réveil dans les hauteurs de la vallée, je décide de reprendre la route, en direction du mont Botki, car je ne veux pas m'avouer vaincu. Mais bon, là encore il me faudra plusieurs essais, car j'ai encore un peu de mal à me repérer dans le désert sans internet. Eh ben je suis dans un cul-de-sac. Un très joli cul-de-sac. Mais encore un cul-de-sac. Voilà. Ben j'ai pas le bon point GPS. J'ai pas les pistes qui mènent jusqu'à là-bas, en tout cas pas de là où je suis. Donc j'utilise une méthode à l'ancienne qui consiste juste à faire au feeling, monter sur les montagnes pour avoir de la vue, mais ça marche pas super bien. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. J'avais enfin trouvé, je pense, la bonne piste. Un problème, chef. Elle s'est effondrée. À force de persévérer, j'arriverai enfin à me frayer un chemin. Et au milieu de ces étendues infinies du Manguisto, se dresse cette montagne qui semble presque peinte à la main. Le mont Botki attire immédiatement le regard, avec ses pentes striées de nuances rouges, orangées et blanches, qui contrastent avec l'aridité du désert environnant. Et surtout, cette immensité plate, comme pour laisser place à cette élégante montagne en premier plan. Désormais, il est temps de rebrousser chemin, et je repars donc sur ces immenses lignes droites, car maintenant, je dois remonter la région du Manguisto. Mais avant, il me reste un dernier endroit à explorer, et je pars donc à la recherche du lac de Tousber. Bon, je suis dans un endroit magnifique. Allez, ça sera mieux. Le problème, c'est que comme vous voyez, on voit rien. Pourquoi? C'est parce que c'est les fameuses tempêtes de sable du Kazakhstan. Ne pouvant pas voir le lac depuis les hauteurs, je décide de m'enfoncer un peu plus profondément dans ces vallées, et j'y découvre des paysages blancs, de craie et de sel. Mais malheureusement, je me rends compte un peu trop tard que je me suis trompé de piste. Que je viens de réaliser.
c'est que je suis pas passé par la bonne piste. J'ai fait le grand tour en passant par au-dessus, donc super chouette parce que je suis passé par-dessus les falaises et tout. Donc super vue, trop chouette. Le truc, c'est que là, le lac, il est encore dans, je pense, j'estime, à une cinquantaine de kilomètres, ce qui fait 100 km aller-retour. Et le problème, c'est que là où je me trouve, je suis à 400 km de la prochaine pompe à essence pour du gasoil. Et j'ai peur de manquer de gasoil. Et j'ai pas trop envie d'être en panne en plein milieu du désert. Donc, malheureusement, je vais faire une croix sur le lac. Bon, j'ai pas tout perdu parce que c'était magnifique. Là, je le sens pas d'aller aussi loin et j'en ai un peu marre de la piste et de bouffer beaucoup de poussière. Et à ce sujet, je serai pas au bout de mes peines, car la nouvelle piste que je prends pour rejoindre la route est constituée de fèche-fèche, une poussière tellement fine qu'elle s'infiltre partout, y compris dans les poumons. Finalement, j'arriverai enfin à rejoindre la route, et je continuerai jusqu'à la prochaine ville, où je m'installerai pour la nuit. Mais même là, je ne suis pas au bout de mes peines avec cette fameuse poussière. Oh putain, les draps. Regardez-moi ça, sans déconner. Oh là là, je crois le truc où je suis deg, c'est vraiment le lit. Voilà, je suis bon pour tout secouer. Je vais me secouer moi aussi. Ce soir, je suis complètement claqué. Alors je profite de regarder le coucher de soleil avant de m'endormir tôt. Car demain, c'est une grosse journée de préparation, pour une étape importante de cette aventure au Kazakhstan. Pour rejoindre l'est du pays, depuis le Manguisto, il existe deux options. La première étant de prendre la route principale, qui fait un détour de 1600 km. Et la deuxième, prendre une piste de 600 km qui coupe droit à travers le désert, en bordant la mer Aral. Et c'est cette dernière option que j'ai décidé d'emprunter. Mais pour réussir cette traversée, ça ne s'improvise pas. Bon, aujourd'hui, beaucoup de missions parce que on doit préparer, c'est un peu la dernière journée avant d'attaquer ce trip de 600, 700, voire peut-être même 800 km de piste en autonomie, sans ravitaillement, sans rien. Donc voilà, aujourd'hui il faut faire plein d'essence, je vais me rajouter un jerrycan parce que je vais être un peu juste, donc il va falloir que j'achète un jerrycan et que je remplisse tout ça, faire les courses, le plein d'eau, enfin bref, ce genre de truc logistique, histoire de pas finir dans la merde en plein milieu du désert. Donc voilà, donc là je vais à la prochaine grande ville avant la piste, la dernière, et on va essayer de faire tout ça. Une fois tous les plans faits, je m'installe non loin du début de la piste, où je prépare un bon repas, pour prendre des forces face à cette nouvelle étape qui nous attend. Et je dis nous, car cette étape je vais la faire avec Fabienne et Jean-Yves, qui me rejoignent le soir même. Et sans oublier Petit Loup, celui qui sans hésitation attend le plus ce repas. Ça va être 6h30 et c'est le jour J. On part pour faire 600 km de piste. Alors on prend un petit déj de champion et on va se mettre en route. Le truc un peu relou, c'est qu'il y a du vent à mort. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tempête de ça. Ça y est, c'est fini la piste, enfin la route. Elle est là la route, elle s'arrête juste ici. Et là on attaque la piste, qui pour l'instant a l'air en très bon état. Et ça sera le cas sur plusieurs tronçons s'enchaînant sur des dizaines de kilomètres, où nous pouvons avancer rapidement. Néanmoins, pour certains passages, nous devons emprunter des pistes secondaires. Un peu plus chaotiques, mais non moins sans grande difficulté technique. Hormis peut-être pour la mécanique, qui sera mis à rude épreuve pour cette aventure. C'est donc ainsi que nous continuons le long de cette immense voie ferrée, faisant parfois la course avec des trains, passant dans ces petites gares, perdues au milieu de nulle part. Et par moments, nous devons passer sous ce chemin de fer, au travers de ces petits tunnels étroits, où nous passons juste avec notre hauteur. C'est alors que nous croisons le dernier village sur notre route. Et c'est à ce moment-là que nous réalisons que, hormis quelques passages de voitures, nous seuls au monde. Doublé par une ambulance russe. Néanmoins, nous ne sommes jamais complètement seuls, car nous serons accompagnés tout au long du voyage par les chevaux et les chameaux qui habitent ces plaines. Et nous réalisons également que nous n'avons que peu de place face à l'erreur, car le désert est impartial et rude, et ici, la moindre erreur peut être fatale. Après cette longue journée dans la poussière et sous le soleil cuisant, nous finirons par nous arrêter pour établir le camp pour la nuit. Bon, on vient de s'installer. Bilan des courses, on a fait presque 300 km. Ça veut dire qu'on a fait quasiment la moitié de la piste. On a roulé 7 heures. 7 heures de piste. Je vous avoue, on est assez claqué. Mais ça roulait bien quand même, on a eu des bons tronçons de piste. Donc
donc c'est chouette. J'avoue, je m'attendais à pire et je m'attendais pas à faire autant de kilomètres aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Côté casse, globalement on n'a pas eu trop de soucis. Moi j'ai le fermoir de celui-là qui a pété, du coup j'ai cassé un pot de sauce. Pas super grave, mais un peu chiant, parce qu'il y a tout qui était explosé dans le camion. Et surtout, j'ai pété le loquet de ma boîte à fusibles du camion, donc il faut réparer ça. Et puis on a quand même 2-3 choses à faire, faire le plein de gasoil, ce genre de choses. Donc voilà, donc on va s'activer, et l'idée après c'est de se poser tranquillou pour un petit apéro bien mérité. Je pense qu'on va se coucher tôt. Et demain, 300 km, peut-être ou pas. À voir, mais il y a de la piste, il y a de la route et il y a du sable. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de la route toi aujourd'hui? C'était pas trop long? Ah oui, ça fait du bien de se dégourdir les papates là. Après une bonne nuit de sommeil, il est temps de se remettre en route, sur cette piste que nous commençons à bien connaître, car elle ne changera pas des masses, au même titre que les paysages d'ailleurs. Ainsi, chaque petite rencontre sur la route marque un divertissement qui nous exalte. Mais la piste ne nous fera pas de cadeau, et les portions avec de la tôle ondulée ne nous épargneront pas. Et après plus de 450 km, nous décidons de faire un détour par un petit village qui abrite une spécificité plutôt étonnante, ici, perdu en plein cœur du désert. On vient d'arriver à des sources d'eau chaude et ça va être vachement chouette. Bon, j'ai aussi perdu un autre phare. Ça fait 3 phares sur 4 quand même. Il en reste plus qu'un. Bref, on va aller se baigner, ça va faire du bien. On va enfin se dépoussiérer un peu et puis source d'eau chaude, ça va détendre parce que j'avoue la tôle ondulée, c'est douloureux pour le camion mais aussi pour le dos. Donc ça, c'est chouette. Et avec une eau à 63 degrés, c'est clair que les muscles vont être détendus. Après ce bon bain chaud, nous décidons de quitter la piste principale pour s'engouffrer sur une piste secondaire qui devrait nous emmener directement au bord de la mer Aral, ou du moins ce qu'il en reste. Car face à ce spectacle, il est difficile d'imaginer qu'il y a seulement quelques décennies, cet endroit était l'une des plus grandes mers intérieures du monde, faisant vivre des milliers de pêcheurs et abritant un écosystème particulièrement riche. À partir des années 1960, l'Union soviétique détourne une grande partie de ses fleuves pour irriguer d'immenses cultures de coton. Aujourd'hui étant presque asséchée, elle demeure l'un des symboles d'une catastrophe écologique sans précédent et rappelle à quel point l'activité humaine peut transformer durablement des paysages. La suite sur cette piste est un peu plus technique, alors nous avançons beaucoup moins vite. Mais nous sommes contents de ce choix, car nous voyons enfin un peu de relief, et la piste est plus intéressante que les 500 km que nous avons fait jusqu'à présent. Et 50 km plus tard, nous arrivons aux abords de la ville d'Aral, celle qui marque la fin de ces 600 km de piste. Ça c'est chouette, mais ouais, et les 50 derniers kilomètres, Ouais. vous avez vécu comment? Bah la route c'était horrible. Hein. Heureusement qu'il y avait des choses sympas à voir. Bah, Comme les la, aigles. la piste le long de la mer, Génial, c'était ça top. Hein. Génial. On aurait dit Disneyland, mais Ouais. après la grande piste. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a mis un coup au moral. C'est après la petite piste où tout se passait bien, je me suis dit, on arrive sur la grande piste. Ouais, Ouais. ça va aller vite. et C'est tout. bon, dans une demi-heure on est arrivé. Non, Pas du tout. Je sais pas combien de temps on a c'est- mis, mais ouais. surtout. Les ouais, derniers c'est kilomètres sont pénibles. Quoi. Donc ouais. Puis il y a eu de la casse. Il y a Ouais, encore eu puis, de la casse aujourd'hui. Mais bon, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Pas de regret, c'est mieux ça que l'autoroute avec 1000 km Ah bah de plus. ouais. On est d'accord. Bon, voilà. Clap de fin, 600 km de piste. Après ces quelques jours plutôt intenses, on décide de rester une journée de plus pour se reposer un peu. Mais c'est aussi l'occasion de faire des lessives et de commencer les réparations de Marco. Mais surtout, il est temps de faire un sacré ménage, car je vous raconte pas les quantités de poussière que j'ai à l'intérieur du van. Et je crois que j'en ai un peu marre de vivre dans la poussière. Puis nos chemins se sépareront, et il est temps de dire au revoir à Fabienne et Jean-Yves, après cette aventure qui restera gravée dans ma mémoire.
Bon, je suis dans un endroit un peu mythique. Enfin, je le vois de loin. En fait, je suis à la base spatiale de Baïkonour. C'est tout simplement la base de lancement russe qui se trouve au Kazakhstan, mais qui appartient à la Russie. Et du coup, le problème, c'est que je suis loin et je ne peux pas y rentrer. Parce que je viens de capter, enfin j'ai regardé hier, il faut des autorisations qui se demandent plusieurs mois à l'avance pour les étrangers, même juste pour visiter le musée. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien kiffé, moi j'avoue je suis un peu fan de ces trucs là, mais c'est pas possible parce que je suis pas organisé. Ah oui et puis les prix c'est n'importe quoi aussi, donc bon dans tous les cas je l'aurais pas fait. Mais je la vois de loin, je vous montre. Ouais juste là, vous voyez les paraboles? Et ben ça c'est la base spatiale de Baïkonour. Continuant ma route, j'arriverai dans un endroit qui me faisait envie depuis très longtemps. Car après plusieurs semaines au Kazakhstan, sous une chaleur écrasante, je trouve enfin une rivière où je pourrais m'installer. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver de l'eau et pouvoir enfin se baigner. Et ce spot est également chouette, pour une autre raison. Car là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Et je passerai plusieurs jours avec des copains qui viennent me rendre visite au pas de ma porte. Après des milliers de kilomètres à travers les steppes kazakhes, mon arrivée à Turkistan marque un véritable changement d'ambiance. Pour la première fois depuis le début de ce voyage, j'ai vraiment l'impression de marcher sur les traces des anciennes routes de la soie. Car ici, pendant des siècles, Turkistan occupait une position stratégique entre l'Orient et l'Occident. Les caravanes de marchands, les voyageurs et les peuples nomades s'y arrêtaient pour poursuivre leur route vers l'Asie centrale. Cette ville était un véritable carrefour d'échanges où circulaient les marchandises, mais aussi les cultures, les langues et les idées. C'est également ici que repose le célèbre maître, Ahmed Yassawi. Son immense mausolée, construit à la fin du XIVe siècle sur ordre de Timour, est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue l'un des monuments les plus emblématiques de toute l'Asie centrale. Le nom de Turkistan n'a d'ailleurs rien d'un hasard. Il signifie littéralement le pays des Turcs, car bien avant la création des États modernes, cette région était le berceau de nombreux peuples turciques, dont sont issus les Kazakhs aujourd'hui. Et encore de nos jours, la ville est considérée comme un haut lieu culturel et spirituel pour l'ensemble du monde turcique. Mais ce qui m'a d'abord surpris en arrivant ici, c'est le contraste entre cette histoire millénaire et le visage moderne de la ville. En effet, depuis quelques années, Turkistan connaît une transformation spectaculaire. De nouveaux parcs, de larges avenues, des hôtels, des musées et des bâtiments contemporains ont vu le jour. Et après les paysages désertiques du Manguisto, découvrir cette ville verdoyante donne presque l'impression d'arriver dans un autre pays. Et comme si le hasard faisait bien les choses, j'arrive ici en pleine fête. Le 28 mai, la ville célèbre la journée du Turkistan, une fête locale qui commémore son statut de capitale de la région. Concerts, spectacles, costumes traditionnels et animations envahissent les rues, offrant un bel aperçu de la culture kazakh contemporaine. Bon, alors là, je suis complètement paumé. Je me retrouve sur un petit chemin comme ça, où je dois descendre dans une espèce de gorge. Pour trouver une cave, ça m'a l'air vachement plat. Je pense que je me suis fait scam. Bref, on va aller jusqu'au bout pour en être sûr. Je vois, il y a une petite maison là-bas avec un cavalier. On va leur demander, on va voir ce qu'ils disent. Hein. Pourquoi ils me mettent toujours dans des bourbiers comme ça, sans déconner? Et après plusieurs essais, j'arriverai enfin à trouver l'entrée de cette fameuse cave. Et c'est en descendant ces escaliers, à plusieurs dizaines de mètres sous la terre, que je découvre un écosystème très particulier. Là où à la surface, il n'y a aucun arbre à des kilomètres à la ronde, je découvre ici, sous terre, une forêt luxuriante qui abrite des centaines d'oiseaux. C'est l'un des environnements les plus intrigants et fascinants que j'ai rencontrés jusqu'à présent depuis le début de cette aventure. En repartant à la recherche d'un endroit où passer la nuit,
je serais encore loin de me douter que le lendemain je ferai l'une des rencontres les plus marquantes de cette aventure. Je crois que je viens de passer une après-midi la plus forte de tout le voyage. Franchement, c'est un truc de fou. Je crois que c'est la deuxième fois que vraiment je rencontre des gens en une journée et que je finis en pleurs parce qu'ils partent et que Bref, je viens de passer l'après-midi avec une famille de Kazakhs qui s'est installée à côté du camion. Ils m'ont invité à manger, à parler, on a joué au foot avec tous les gamins, il y avait 16 gamins en tout. On a aussi passé l'après-midi avec les papas à pêcher, ils m'ont même filé. Enfin bref, on filait la pêche du jour, plein de bouffe. Et là, ça vient de se finir où on s'est dit au revoir. On s'est rencontrés littéralement il y a 5 heures, je sais pas. Enfin bref, il y a vraiment eu une connexion, c'est inexplicable. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une famille perdue au Kazakhstan en une journée là. Et je sais pas, c'est formidable. Et là, on vient de se quitter. Ils m'ont fait chialer. Il y avait tous les gamins qui pleuraient. Bref, c'était des amours. Je me suis retrouvé avec une dizaine d'enfants dans le camion à jouer à droite à gauche. Évidemment, je peux pas vous montrer les images parce qu'il y a des enfants. Et j'aime pas mettre des enfants, mais bref. Apprenez les jeux. D'ailleurs, c'est marrant à quel point on a plein de jeux en commun alors qu'on a grandi à l'autre bout du monde, littéralement. Il n'y en avait aucun qui parlait anglais. Mais il y a une connexion, je sais pas expliquer. Bon, désolé pour cette vidéo à rallonge, mais je crois que je m'en rappellerai toute ma vie de cette famille-là. Bref, merci la vie, merci la rencontre. Et merci à ces Kazakhs qui sont juste formidables. Le lendemain, je repartirai pour une mission beaucoup moins attrayante, car depuis les 600 km de piste, j'ai un jeu dans ma roue avant droite qui m'inquiète un petit peu. Alors je pars en quête d'un mécano qui pourrait m'aider à résoudre ce problème. Bon, je sors de chez le mécano et la nouvelle est vraiment pas terrible. Il me confirme que c'est bien les roulements. Et c'est un peu la merde parce que il faut les changer. Et j'ai pas la pièce. Je suis pas parti avec, malheureusement. Et alors là, je sais pas du tout où je vais pouvoir trouver ça. Néanmoins, je décide d'aller dans un deuxième garage pour voir s'il n'est pas possible de réparer. Et en jouant avec les rondelles et les cales, et en resserrant le roulement, le jeu de ma roue disparaît enfin. Alors j'en profite pour faire ressouder les phares que j'avais cassés précédemment. Et je reprends la route soulagé et heureux d'avoir réussi à trouver une solution. Et plus tard, au bord de la route, j'aperçois au loin un attroupement de personnes, au milieu d'un épais nuage de poussière. Alors curieux, je décide de m'arrêter pour aller voir ce qu'il s'y passe. Je découvre un spectacle intrigant. Des dizaines de cavaliers semblent se livrer à un jeu que je ne connais pas. Heureusement, je rencontrerai Daniyar et son frère, qui sont fiers de me faire découvrir ce sport. Le bouzaki est l'un des sports équestres les plus anciens d'Asie centrale et un véritable symbole de la culture nomade. Le principe est aussi spectaculaire qu'exigeant. Plusieurs cavaliers s'affrontent pour s'emparer d'une carcasse de chèvre avant de la déposer dans une zone précise. Tout repose sur la force, l'équilibre et surtout la maîtrise du cheval. À première vue, le jeu peut sembler chaotique. Et pourtant, chaque cavalier fait preuve d'une technique impressionnante. Il faut réussir à ramasser la carcasse, résister aux assauts des autres joueurs et garder le contrôle de sa monture. Dans une mêlée où tout se joue en quelques secondes. Bien plus qu'un simple sport, le bouzaki est un héritage vivant des traditions nomades et qui encore aujourd'hui rassemble les foules venues de toute la région. Et en les observant, on comprend vite que le cheval occupe une place bien particulière dans l'identité des peuples d'Asie centrale. Et c'est d'ailleurs là que Daniyar insistera pour que je monte son cheval et participe à l'événement. Bon là, je vous avoue que la situation, elle est un peu dure. La réparation que le gars m'a fait hier sur mon roulement, elle a pas tenu. J'ai encore du jeu là, à plus de 100 km. Et je dois impérativement, enfin je peux pas trop rouler avec ça parce que le problème c'est que si mon roulement casse, là c'est arrêt total là où je suis. Et il faut savoir qu'il me reste 10 jours en visa free au Kazakhstan. Donc dans 10 jours je dois être sorti. Je suis entre deux grandes villes, donc ça au moins c'est chouette, mais bon, il y a bien 4 heures et 7 heures pour rejoindre ces villes-là. Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Trouver la pièce, c'est très compliqué. Trouver un garage qui parle anglais et avec des gars compétents aussi, c'est un peu compliqué. J'essaye de demander un peu autour de moi.
Et puis au passage aussi, je dois préparer tout. Le Kyrgyzstan, il y a les règles qui ont changé pour les visas, donc je suis un peu dans la galère. Le Tadjik, l'Ouzbek. Et puis en fait surtout, je vous avoue, je pense que j'ai un bon coup au moral. Je me perds un peu dans pourquoi je voyage, pourquoi aussi loin, pourquoi je me retrouve ici. Et donc je sais très bien pourquoi je suis parti et tout le cheminement qui m'a mené jusqu'ici. Mais là, je le remets un peu en question. C'est important de le remettre en question, mais j'avoue que ouais, là, le moral, il prend un peu un coup. Et il y a une partie de moi qui me dit, bah, va Almaty, fais ton visa russe et commence à rentrer. Au moins tu rentres, t'es pas complètement dégoûté, t'es pas fatigué. Et il y a une autre partie qui me dit, bah, t'es arrivé jusque-là. Il y a des pays que tu rêves de découvrir à quelques centaines de kilomètres, quelques milliers de kilomètres, et t'as déjà fait le plus dur pour arriver jusque-là, donc ce serait dommage de faire demi-tour. Donc là, je vous avoue, ouais, je suis un peu tiraillé. Je suis un peu tiraillé depuis quelques jours face à ces galères-là et ces questionnements un peu plus profonds, parce que c'est clair que si je perds, on va dire, mes raisons et ma motivation de pourquoi je voyage, faire face aux contraintes administratives, mécaniques, santé, enfin bref, un peu toutes ces choses-là du voyage habituel. Mais voilà, si je perds cette motivation-là, ça va être très compliqué. Et je me suis promis une chose, c'est c'est de pas rentrer dégoûté. Je me suis dit, je préfère rentrer frustré et avoir envie de repartir que rentrer dégoûté et plus avoir envie de voyager et de partir. Et donc là, je m'approche de la limite. Je sais pas trop, c'est compliqué de me sonder pour savoir à quel point je passe la ligne. Donc, pas facile. Bon, c'est décidé. J'arrête de broyer du Nord. Ok, il y a des galères, ça fait partie de l'aventure. Je le savais avant de partir, mais forcément, c'est un peu plus compliqué quand tu t'y retrouves. La suite de l'aventure s'annonce dingue. Au même titre que ces montagnes juste en fond. Donc, c'est bon. Je vais résoudre mes galères. L'aventure va se continuer. Et s'il y a bien un truc que je sais, c'est que chaque galère rapporte de sacrées rencontres et de belles anecdotes à vivre. Donc maintenant, je vais arrêter de réfléchir, de trop me prendre la tête pour toutes ces galères de visa, de mécanique et tout ça. Je vais juste faire le nécessaire, profiter de tout ce que je peux profiter et surtout continuer d'être curieux, de découvrir. Et ça va être chouette comme ça. Les jours suivants, après plusieurs visites de garage, j'arriverai enfin à en trouver un qui acceptera de voir Marco. Ils ont commencé à regarder. Bon, déjà, adorable, vraiment des amours. Fallait commencer par la visite du camion et tout ça, papoter, m'ont offert à boire, c'était trop chouette. Et là, en gros, j'attends un peu. Ils ont tout de suite trouvé le problème et un autre problème avec et la direction et mon roulement. Et ils ont l'air de me dire que c'est bon, je vais pouvoir faire les réparations ici et trouver la pièce. À voir exactement comment ça se passe, mais pour l'instant, ça a l'air chouette. Et effectivement, après 5 heures de travail sous les mains expertes du master de l'atelier, on arrivera à réparer. Bilan des courses, un roulement mort, et ils arriveront à trouver la pièce. Alors j'en profite pour en commander quelques-unes en avance. Et grâce à leur aide, et à toute la bienveillance des mécanos, je suis enfin prêt à repartir pour de nouvelles aventures. Alors je décide de m'avancer un peu plus près de la frontière kirghize, avant de m'installer ici, pour travailler un peu et faire les dernières réparations. J'ai réussi à réparer ma suspension et je me sens un peu comme un MacGyver parce que j'ai réussi à le faire avec un vieux joint de filtre à gasoil et un porte-clés. Ouais. Et quelques jours plus tard, c'est le jour J. Il est temps de reprendre la route et de quitter le Kazakhstan pour rejoindre un nouveau pays qui me fascine depuis un moment. Mais avant, il me reste une dernière chose à faire ici. Bon, il est actuellement 5h du mat et aujourd'hui, on va au Kyrgyzstan. Et ça, c'est incroyable. Mais d'abord, il faut que j'aille rejoindre mon petit pote qui m'a demandé de passer ce matin pour visiter sa ferme et boire le café avec lui, le thé. Bref, allez, c'est parti.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'espère que cette aventure t'a plu. Et si jamais tu veux retrouver un peu plus mon quotidien sur les routes de la soie, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'y partage aussi pas mal d'astuces et de conseils sur le voyage et la vie en véhicule aménagé. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à commenter, liker, voire même à partager cette vidéo autour de toi. Ça m'aidera énormément. Et sur ce, moi je te dis à bientôt sur les routes de la soie.